Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 31 de C'est qui en pôle. On va vous parler du Grand Prix de Catalogne qui s'est tenu sur le circuit tout fraîchement resurfacé de Montmelo, donc Barcelone. C'est la 7e course de la saison 2018 et c'est désormais quasiment une habitude. Se joint à moi l'excellent Pierrot 848, le Ducatiste en chef. Comment vas-tu Pierrot? Salut, bah écoutez, ça va très bien. Et toi, ça va? Mais oui, on ne se plaint pas, hein. Il y a eu des choses, il y a eu des belles choses même. Il y a eu des belles choses. Nous ne voulons pas spoiler, mais commençons justement par faire retomber cette pression par un petit peu d'histoire. Hein. Je fais un peu le Pierre Tchernia en te posant cette question. Nous sommes donc au numéro 31 concernant le podcast. Qu'est-ce aussi le numéro 31 dans l'histoire de la moto, n'est-ce pas? Alors, on a cherché un peu et le numéro 31, c'est comme Niklas Ayo, fils d'eux. Alors, il a pas fait une énorme carrière, hein, enfin même s'il est resté longtemps dans les catégories inférieures, mais on voulait juste le citer parce que avant le vol plané type cascade de cinéma que nous a fait Cornfield cette année au Mans. Pour moi, hein, ça reste mon avis, Niklas possédait sans doute jusque-là le plus beau save de la Moto 3. Je vous remets les images en tête, hein. Ça se passe à Assen en 2015, lors du dernier tour. Niklas, en tête d'un petit groupe, se situe 8ème, quand vient la double chicane du dernier virage. Il prend le premier virage un peu trop fort et il n'arrive pas à rebalancer la moto dans le deuxième virage. Il manque de perdre l'avant et la moto l'éjecte en un high side assez impressionnant. Malgré tout, il reste accroché au guidon comme une huître à son rocher, mais son corps est complètement en dehors de la moto, quoi. Alors la moto elle sort de la piste évidemment, alors il déboule sur l'herbe, puis sur les graviers. Il manque de perdre l'avant un nombre incalculable de fois, et surtout il voit le mur de pneus se rapprocher à vitesse grand V. On sait pas trop comment il réussit à faire tourner la moto, et il évite de peu le mur. Il revient sur la piste, il passe la ligne d'arrivée, sur les genoux, accroché à sa moto, c'est assez impressionnant et il finira 17ème malheureusement. Ça reste un moment magique, enfin des petites images comme ça qu'on voit assez incroyables. Ah oui, ça ressemblait à du barefoot, mais c'était heureusement pas bare, mais c'était sur on the knees. Il finit sur les sliders. Je sais même pas si c'est les sliders à l'endroit où ça touche, mais en gros c'est traîné sur les genoux, accroché au guidon de la machine qui continue bon an mal an. C'est surréaliste, hein. Je pense que vouloir le faire, c'est le rater obligatoirement. À coup sûr, ouais. Comme faire tomber une rondelle de saucisson sur la tranche et qu'elle reste comme ça, quoi. C'est non, pas possible. Là, je connaissais pas cette image. Ah non, mais ça m'est déjà arrivé en fait. D'accord. Tu laisses tomber et tu dis ah non, bah ma rondelle de saucisson et tout. Et elle roule sur la tranche, pouf, et elle reste. Alors quid du daron Ayo, c'est une équipe de bécane, mais lui-même ne s'est pas illustré sur les pistes, que je sache. Non, pas à ma connaissance, non. Effectivement, donc Aki Ayo, le père, a lancé un team Ayo Motorsport qui fait ses débuts en 2001, et ils ont remporté plusieurs fois des championnats, comme avec Mike Di Meglio en 2008, le 125 cm3, et Marc Marquez en 2010 en Moto 3. Rien que ça. Non, mais voilà, ils ont des petits titres. Pas mal, ouais. Il y a eu des news dans le Landerneau des motos 3, 2 et GP. Peux-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai que l'actualité news a été très très chargée ces 2 dernières semaines. Donc en Moto 3, on a vu Jorge Martin, donc qui est 2e du championnat du monde Moto 3, qui a officiellement signé justement chez le team KTM Ayo en Moto 2 pour 2019 et pour 2020. Donc il va venir remplacer Oliveira qui, on l'a déjà dit dans les épisodes précédents, arrive en MotoGP Oliveira. Mais c'est vrai que Martin fait une très très bonne saison, c'est impressionnant de maîtrise. Enfin pour moi c'est légitime, en tout cas s'il y avait un pilote à faire passer en Moto 3 Moto 2, ça pouvait être bien lui. Ouais. Alors pour les news Moto 2, on vous avait parlé un peu de Barbera la semaine dernière, hein, Hector Barbera, qui avait fait une attaque kamikaze entre guillemets au Mugello et qui devait le pénaliser de 6 places sur la prochaine grille de départ, donc là pour ce GP de Barcelone. Malheureusement pour lui, il a même pas eu le temps d'écoper de sa pénalité puisque c'est son team Ponce HP40 qui met fin à son contrat à effet immédiat. Donc on va dire qu'il paye là son manque de résultats et aussi ses déboires personnels. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais on va dire que c'est un tout. Ouais, il s'est pas uni à Noné non plus, mais c'est
C'est à moitié tabloïd, à moitié Ouais. absence de résultats. Enfin, il y a on va dire de l'année dernière, excuse-moi. Non, mais c'est vrai qu'on va dire quand on parle plus d'un pilote dans les médias pour ses phrases que pour ses résultats, il y a des sponsors qui aiment pas ça, et je comprends. Et du coup, Ponce HP40 n'a pas traîné, et ils ont déjà annoncé qu'il serait remplacé pour le GP de Barcelone par un jeune espagnol de 21 ans qui s'appelle Augusto Fernandez, pardon. Donc Augusto Fernandez qui a remporté la course Moto 2 du championnat d'Europe il y a quelques jours à Barcelone justement. Du coup, je pense qu'il est chaud pour ce Grand Prix de Moto 2. Concernant là on a un gros morceau mercato là sur le MotoGP. Première confirmation, que se passe-t-il chez Tech 3? Peux-tu m'éclairer un petit peu? Alors chez Tech 3, on avait vu donc que Zarco partait pour le team KTM officiel. Et que Oliveira justement arrivait chez Tech 3 depuis la Moto 2. Et du coup, on a confirmation que c'est Afis Ayrin qui conservait une année de plus chez Tech 3 parce que il a fait de bons résultats cette année, hein, donc il s'est bien intégré à l'équipe, donc Poncharal la colle prend bien, hein, et puis ça, plus le fait qu'on a bien compris avec les déclarations de Poncharal, même sans faire de radio closer, que Folger, c'était vraiment pas la peine, parce que à son grand dame, il ne prenait plus les appels. Hein. Exactement. Voilà, et ça n'est plus une piste qui existe, Folger. Et en plus, un tantinet amer, le Poncharal de préciser, c'est pas la peine non plus que si on re-signe, on soit pas sûr qu'il reste 3 courses, quoi. Oui, donc, non, exactement. Voilà, je pense que c'était le meilleur choix, de toute façon. Oui, et puis Sirène fait montre d'un bon esprit d'équipe et d'une belle vitesse, sans vouloir... Oui, je pense qu'en termes de notoriété dans les pays asiatiques, avoir un Sirène, c'est pas mal aussi, surtout pour une marque européenne. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté aussi, sans du tout que ça enlève quoi que ce soit à Sirène d'ailleurs en termes de mérite, mais c'est pas pire, c'est même mieux. Alors, dans la série coup de tonnerre, le HRC, 2 coups de tonnerre. 2 coups de tonnerre, en fait, c'était une succession d'annonces. Donc on a d'abord appris que Honda ne conserverait pas Pedrosa après 2018, hein, donc que son contrat ne serait pas renouvelé. Et le lendemain de cette annonce, Honda officialise Lorenzo pour 2 ans. Ce qui d'ailleurs n'a pas manqué de faire cancaner jusque chez les pilotes, parce que Rossi, et je le crois, ça doit être un grigoule Rossi, quand il dit que il avait bien caché son jeu, je pense que il est très premier degré là-dessus, hein. Les pilotes l'ont pas vu venir. Hein. Non, c'est vrai que c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, juste parce qu'en plus il venait de gagner avec Ducati au Mugello. Bon, il y avait des sons de cloche un peu partout, mais c'est vrai que la Honda comme ça, elle paraît pas non plus taillée pour Lorenzo, hein, comme la Ducati à la base. Bon, en tout cas, il sera pilote Honda l'année prochaine, donc tant mieux pour lui. Et puis j'espère que ça va lui réussir. Ouais, puis comme beaucoup d'ailleurs l'ont fait remarquer, si tu mets bout à bout leurs titres mondiaux respectifs à Marquez et Lorenzo dans le même team avec une moto qui certes n'est pas réputée facile, mais c'est quand même pas le pire des tréteaux. Waouh, on va dire. Ouais. Bon, nous verrons comment il s'acclimate à cette autre bécane. Mais on est prié aussi de fermer nos gueules, parce que c'est moi qui n'arrêtais pas de me moquer de Lorenzo. Hein, ça fait 2 courses qu'il la met à tout le monde. Je crois qu'il t'a entendu et ça l'a énervé. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, il peut me remercier. Je prends 2% de com s'il veut. Là, je pense que je peux prendre des belles vacances. Ouais, je crois que c'est quand même il a pas signé pour 12 millions par saison comme il a été chez Ducati, mais écoute, on ne sait pas. Est-ce qu'il gardera son sponsor taille haie tondeuse pour se finir les fins de mois? Mais alors en plus ça fait un appel d'air chez Ducati, puisque du coup effectivement oui, dis-moi ce qui se passe chez les rouges. Le Petrux, l'ami des koalas. Il a enfin sa moto peinte aux couleurs qu'il voulait. Parce que sauf erreur de ma part, il court en GP19 d'ores et déjà, donc après c'est peut-être pas les dernières pièces non plus, mais si c'est la GP19, c'est la même que les autres. Mais bon, il y a toujours, j'imagine, quand même une différence à être dans le team. Bon, déjà il y a le prestige, j'imagine qu'il y a un peu de pognon, et tu m'enlèveras pas de l'idée qu'une GP19 ou une GP19 dans le box Ducati, elle est pas exactement pareille. Oui, et puis je pense qu'il y a une équipe plus nombreuse qui travaille pour toi, oui, c'est et pour même ça, le développement. Oui, c'est développement ce que je voulais dire. Ça peut être la même base, mais entre moi qui tourne les vis et un mec voilà,
Je ne veux pas insulter les gens de Pramac du tout, mais je pense qu'effectivement, si t'as l'usine derrière toi, bon sang de bon Dieu, c'est ça. Ça doit être Et puis je pense qu'il y a une part de rêve, comme quand Rossi est venu chez Ducati, c'est un Italien, courir pour une marque aussi prestigieuse et qui est d'origine de ton pays, je pense que là, ils auront les deux pilotes italiens, hein. Deux pilotes italiens, comme quand il y avait les deux, t'avais Capirex, à l'époque. Les deux Andrea aussi, hein. Oui, t'avais les deux Andrea, c'est vrai. Mais c'est complètement idiot, mais j'ai tendance à oublier qu'Iannone est italien, en fait, mais je suis complètement à la masse, moi. Oui, bien sûr. Bah, tu veux qu'il soit quoi? Non, mais il est un peu à part. Si tu veux, pour moi, Iannone, c'est une nation à part. C'est une sorte d'Area 51, là. Tu vois ce que je veux dire, un peu. Tout comme t'as le Vatican, t'as San Marin dans l'Italie, t'as la Iannone Land. C'est une espèce d'Ibiza un peu déplacée. Il s'est racheté une conduite cette année en plus, mais oui. Mais non, mais oui, que dis-je, oui, il y a déjà eu Dovi Iannone comme team, effectivement. Comme on parle de lui justement, qu'est-ce que va faire Iannone du coup? Eh ben là, il va aller chez Aprilia, le gars, et Scott Redding l'aurait appris par les médias. D'ailleurs, l'ami qui reste chez Aprilia, c'est Espargaro. Oui, Aleix. Le Aleix Espargaro aurait dit en interview, que j'ai pas lu mais j'ai entendu Tissier Rémi de son prénom en parler sur Eurosport, n'était pas pour l'arrivée d'Iannone. Et il l'avait dit. Mais en gros, ça le fait chier. Je comprends parce que Iannone c'est quelqu'un qui reste compétitif. Et quand t'es numéro 1, t'as envie de le rester, quoi. Oui, après, peut-être aussi eu égard à ses états de service, certes passés, mais ce que je veux dire. Et puis, tu as suivi comme moi ou pas ce qui s'est passé en FP entre les deux zouzous là? Ah oui, la petite chamaillerie. Ils se sont pouillés sur la piste là. Ils se sont fait des gestes un peu comme sur le périph' quand tu déboîtes sans prévenir. Et donc, ambiance. Ça commence bien. Ouais. Non, mais c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est un peu moche si vraiment Scott Redding l'a appris dans les médias qu'il serait remplacé par Iannone. Ouais, mais ça c'est la faute du team. Tu sais qu'Aprilia, on les a déjà vus l'année dernière, comment ils se sont essuyés les pieds sur l'obs. Hein. Ouais. C'est un peu ça que disait Aleix, je pense plutôt. Bon, il s'entend peut-être pas très bien avec Iannone, mais il disait surtout que avec Scott, ça se passait très bien dans le box et que c'était un travailleur et que lui, ça lui allait très bien comme coéquipier, quoi. Donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Bon, après c'est la décision du team. Je pense que chez Aprilia, avoir un pilote comme Iannone qui a couru sur autant de machines différentes, ça va les aider dans le développement également. Donc à voir. Ouais, non, clairement. Et alors le gros appel d'air qui finalement a peut-être été à l'origine de toute cette chute de domino là, comme on pourrait voir dans les grands festivals de domino, quel fut-il? Alors donc on a Mir qui a officialisé chez Suzuki pour 2019 et 2020. Et oui, donc il y avait le manager de Iannone dont je me souviens plus le nom, mais qui est toujours apte à répondre justement à Vanessa Guerra au micro là, quand on entend à moitié les moteurs et à moitié les gens, tu sais, quand ils font les essais. Ouais. Là, on entendait un peu ce gars dire que d'après lui, c'est l'arrivée de Mir qui a mis le dawa en fait. On peut comprendre qu'il était un peu perturbé par toute cette succession de coups de pression de part et d'autre, mais le dawa il était déjà là en fait, parce que clairement il y avait un système comme quand tu es en mécanique, quand tu as un système hyperstatique, hein, ça veut dire que les cotes dépassent ce qui est disponible, ça pousse, il y a un moment ça pète. Donc s'il y a trop de candidats, pas assez de guidons, il y a un moment ça gicle. Et effectivement, ça a commencé par l'annonce de Mir. Ouais, mais c'est vrai que Mir, alors il est très talentueux, il réussira sans doute en MotoGP, hein, mais il vient juste d'arriver en Moto2, il aurait pu faire une saison supplémentaire, je pense, pour s'affirmer en Moto2 avant de passer en MotoGP. Là, il grille pas une étape, hein, puisqu'il aurait fait les 3 catégories, mais du coup, effectivement, les pilotes arrivent plus vite en MotoGP, donc faut en pousser d'autres dehors, quoi. T'as le Landerneau du paddock qui est tout désorienté, là, donc... Exactement. Effectivement, voilà, c'est plutôt malgré lui qu'il a mis le dawa, c'est assez sûr. Et puis de toute façon, comme on l'avait déjà fait remarquer avec un mercato ultra anticipé. En gros, là maintenant tout est verrouillé, si on peut dire littéralement. Ouais, on va dire que dans les gros teams satellites, il restait une place non confirmée, hein. Mais ça y est, Miller a été confirmé pour 2019 chez Pramac. C'était cousu de fil blanc aussi. C'était cousu de fil blanc, donc il sera coéquipier de Bagnaia, si je me
souviens bien, qui montent de Moto 2. Voilà, donc là, les gros teams, on va dire les plus compétitifs, que ce soit les factories et les grosses satellites, sont prises, selon moi, si je me trompe pas. Restera quelques miettes, peut-être chez Angel Neto, Marc VDS, si c'est un team qui reste. Enfin, on verra. C'est pas trop pour faire le vieux du Muppet, mais en gros, à la 7e course, tout est ficelé, quoi. Ouais, mais c'est Loris Baz qui s'en plaignait encore, hein, parce que il est fervent défenseur de ça sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qu'avait fait notamment Lorenzo Mugello. Il disait, mais faut arrêter de signer les contrats de pilotes trop tôt, parce que après on est bloqué, quoi, et il faudrait instaurer une période de mercato comme ça se fait au football, par exemple. Peut-être à mi-saison, hein, sur la période de trêve en juillet-août. Pourquoi pas Oui, ça n'empêcherait pas, j'imagine, qu'ils se rencontrent dans les caravanes nuitamment pour commencer à causer et puis se promettre des trucs qui tiendront pas, mais que les signatures se fassent au moment comme au Monopoly, au bout du Xème tour, tout le monde a les bifetons et tu proposes de racheter les hôtels, quoi. C'est ça. Tu le fais pas au début. Bah déjà, ça éviterait que les teams fassent des erreurs en re-signant des gens trop tôt et qui après s'en mordent les doigts. Et vice versa. Oups. Et où ça évite que les teams se débarrassent trop vite d'un pilote comme Lorenzo chez Ducati notamment, et on commence à penser que peut-être en fait il aurait pu réussir s'il restait plus longtemps. Bref. C'est ça. Après sursaut d'orgueil. C'est à double tranchant, quoi. Et alors, en parlant de pseudo-séisme, qu'est-ce qui s'est passé avec ce bon Danny, alors? Bah alors Danny, il se fait non reconduire chez Honda, donc le monsieur dit à tout le monde qu'il fait une conférence de presse le jeudi. Assez longtemps, ils nous ont fait chier avec ça au moins depuis le lundi, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je crois qu'à la base, c'était prévu le mercredi. Ça, j'avais lu ça dans plein de tweets de MotoGP. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a toute la presse spécialisée qui se précipite parce que Danny, c'est quand même un monument du sport. Il se murmure très fortement qu'il va prendre sa retraite. Du coup, il y aurait plus de 150 représentants de magazines différents. Et au final, bon, il arrive tout sourire, hein, c'est Pedrosa, et il s'excuse platement parce qu'il dit qu'il doit encore réfléchir à son avenir et qu'il n'a pas pris sa décision. Merci, au revoir. Gros troll de Pedrosa. Non, je pense que c'était pas voulu. Ouais, c'est ce que je me suis fait comme réflexion. Il a dû avoir un truc qui lui a claqué dans les doigts, ou alors un NDA, truc comme ça. Soit il y a eu quelque chose qui lui est passé entre les doigts, comme tu dis, ou soit au contraire, il a reçu une proposition un peu de dernière minute d'un team, genre, en fait, tu veux pas rouler chez nous l'année prochaine, et il se laisse le temps. Alors, du coup, je pense que dans quelques semaines, il sera fixé sur son avenir et on saura ce qu'il fait. De pas faire n'importe. Faudra juste qu'il demande à des chirurgiens de découdre la combinaison Repsol qu'il avait cousue depuis 13 ans sur lui. Parce que là, je pense qu'il la gardait, je veux dire, il est dedans, quoi. Enfin, quand il va en ville, il est avec aussi, hein. Ça lui va bien. C'est terrible. Oui, plutôt que de l'enlever, faire désincruster de la peau, faut peut-être qu'il la repeigne dans la livrée des prochains, je sais pas. Non, mais c'est vrai que 13 piges chez Honda, quoi. Déjà que 13 ans dans un taf de base, c'est beaucoup, mais alors dans ce genre de monde impitoyable du sport moto. Et alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit maître capello des évolutions de règlement, parce qu'il y en a eu quelques-unes. Hein. Alors, on va pas tout faire, mais c'est vrai qu'il y a eu une réunion de la commission de Grand Prix qui a changé quelques règles, parce que c'est ça que je trouve bien, en tout cas en MotoGP, je sais pas si c'est pareil dans d'autres disciplines, c'est qu'en cours de saison, on peut changer les règles, on peut se remettre en question, il y a rien de figé. Et en tout cas, ça permet souvent de rééquilibrer les choses ou de corriger les petites erreurs. Du coup, il y a eu un changement de règlement, sur les changements de pneus en Q1, Q2. On rajoute un pneu arrière supplémentaire pour ceux qui passent de la Q1 pour aller en Q2. Donc ça leur permet d'être un peu plus au niveau des autres. Bah ouais, ça leur évite de sacrifier leur Q1 en ayant peur de défoncer leurs pneus. Exactement. Quoi. Donc ça, c'était pas mal. On a des jours de test qui vont être réduits parce que notamment il y a des nouveaux circuits qui arrivent l'année prochaine en Finlande. Cette année, il y a Thaïlande, donc ça fait beaucoup. Du coup, il y a le nombre de jours de tests qui sont réduits. Et surtout, donc la grosse annonce, c'est au niveau des airbags. Donc on en avait discuté ici même sur ce podcast de la chute de Crutchlow, donc c'était à Oman, et de Pirro Mugello qui sont tombés alors qu'ils avaient plus les airbags. Du coup, il y a des réglementations qui ont changé. Pour les pilotes des wildcards, ils ont les mêmes règles que les pilotes officiels.
Donc l'airbag est obligatoire avant chaque début de session, à partir de là du GP de Barcelone. Et la même règle s'applique au wildcard Moto 2 et Moto 3 à partir du GP d'Autriche. Je tiens à dire à nos auditeurs, parce que tu ne l'as pas dit, mais sur le conducteur rédigé par Pierrot, il liste les pilotes wildcard. Donc il y a Pirot, Gnatoli, Bradle, Kallio et Simeone. Oups, non, pardon, je barre. Oui, non, un tel troll ne pouvait pas rester. Je sais que tu es trop modeste pour le dire, mais donc voilà. Simeone, je te le rappelle, n'est pas une wildcard. Enfin, c'est une auto wildcard. Il s'est signé un chèque. Il s'est fait une Abraham est son modèle. Il se fait plaisir. C'est comme Edberg, c'est le modèle de Federer, Abraham c'est le modèle de Simeone, je veux dire, on a les modèles qu'on peut. Ouais, c'est ça. Voilà. Ceci étant fait. Non, mais j'adore ce genre de mauvais esprit, c'est mon fuel, là. Excusez-moi de cet intermède. Du coup, ça c'est pour les pilotes de wildcard. On a pour les pilotes de remplacement, donc c'est pas obligatoire pour la première session de remplacement. Mais à partir de la deuxième course de remplacement, c'est obligatoire aussi d'avoir des airbags pour chaque session. Mais c'est super surprenant d'ailleurs qu'il y ait cette exception-là, excuse-moi d'ergoter, mais vu que ils sont full sécurité et que même les wildcards doivent en avoir, pourquoi un pilote de remplacement ne serait pas obligé d'avoir un putain d'airbag? Enfin, parce qu'un pilote de remplacement, pour moi, il a pas forcément les bons sponsors et les bonnes marques. C'est pognon, quoi, en fait. C'est pognon, je pense. Donc c'est pour pas les culpabiliser. Moi, je pensais à, c'était Christophe Folger, qui avait fait un peu une fin de saison bizarre. Et il avait été remplacé chez Tech 3, si je me trompe pas, par... c'était pas Van der Mark? Si, je crois que c'était Van der Mark. Du coup, voilà, c'est ça, un pilote de remplacement selon la commission de Grand Prix. Et il y a une petite subtilité, mais bon, comme il y a un très court délai entre la FP4, la Q2 et la Q1, c'est vrai que si un pilote tombe en FP4, ça peut être compliqué pour lui d'aller retourner au box, trouver sa combi, changer l'airbag, etc. Donc c'est considéré comme une seule session. Et en fait, on a aussi une annonce. Donc il y a 2 wildcards qui ont été validés pour le Grand Prix de Saint-Marin chez Ducati et une pour Bradle chez Honda. Donc moi je suis trop content de voir que Pirot il a pas peur de reprendre la piste après son gadin exceptionnel au Mugello. Et tu nous passes sur les autres news? D'autres news, alors là c'est je ne sais quoi dire, c'est même pas de truc intelligent à dire, à part que ce pauvre Andreas Perez, qui n'avait que 14 ans, est décédé à Barcelone dans une manche du championnat CEV Moto 3. Il a chuté au virage numéro 5, il y a de nombreux hommages qui lui ont été rendus, et aussi par la livrée noire du team auquel il appartenait en MotoGP. Enfin, le team MotoGP du même nom a arboré du noir. Voilà, après ça reste un sport ultra dangereux, quoi qu'on y fasse. Et un des trucs qui est le plus dangereux maintenant que les circuits sont sécures, c'est se faire percuter par d'autres, quoi. C'est plutôt ça qui arrive. On y reviendra. Après, dans les actus moins lugubres, Johnny Ray, qui a priori, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, mais n'a pas trouvé de guidon à sa main en MotoGP, déjà que c'était compliqué avec tous les gens du Sérail. Bon, pourquoi pas, il aurait pu faire un hold-up. Il re-signe chez Kawa, il y a pire. La routine, le train-train, hard day at the office, et il vient de battre le nombre de victoires en Superbike, puisqu'il en totalise 60. Et puis mine de rien, avec 2 courses par week-end, ça a pas l'air prêt de se finir, en tout cas, on croise les doigts pour lui. Moi, je ne suis ni pour ni contre. J'aime bien quand Mélandry lui met une tôle, mais c'est vrai que c'est vrai que ça l'affecte pas beaucoup de pas avoir pu trouver un team en MotoGP. En tout cas, il a impressionnant de régularité ces dernières saisons. Et alors, il y a eu dans un truc encore plus joyeux, c'est un anniversaire un peu spécial. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans, remember? Alors il y a 15 ans, il y a quelques jours, on a un certain Loris Capirossi, donc un vétéran qui offrait à Ducati sa première victoire en MotoGP justement sur le circuit de Barcelone. Donc c'était vraiment grosse news, quoi. Ce Capirossi qui désormais officie à la commission de sécurité des pilotes, en l'occurrence, qui est le référent sécurité, et qui aussi, pour un truc un peu plus accessoire, a essuyé un peu les plâtres de la moto électrique. C'est vrai. Quand il l'a essayé, mais il reste actif.
C'est vrai. Et il avait un Monster chez Ducati à son effigie. Ouais, tu sais, c'est comme ils font les séries limitées, ils avaient mis un sticker. Oui, il y en a pas mal, les séries limitées chez Ducati. Ouais, mais là, c'était la spéciale Capirex. On le voyait tout sourire sur le dépliant publicitaire dans les concessions. On a eu une édition Troy Bayliss sur la 1098. Je crois qu'il y avait eu une Senna aussi sur la 748. Ouais, alors la Senna, j'ai jamais compris si c'était en rapport avec le pilote vraiment ou pas. Les grises, je crois qu'il adorait, il adorait. Oui, les vraies grises, ouais. Bah oui, c'est ce qui m'a d'ailleurs surpris. Alors là, on fait un petit aparté Christina Cordula, mais le gris qui a apparu cette saison sur les combats et sur les bécanes me fait beaucoup penser à ce gris Senna là, parce qu'il y a eu les 900 SS grises, 1000 SS, et comme tu le disais, des 7XX ou des 9XX. En gris. Alors c'était des séries spéciales notamment. Alors on en profite que Murdoch est pas là, on fait chier avec Ducati. J'ai un pote, n'est-ce pas, un très bon pote qui avait une 1000 SS et c'était la totale Fourcholins, sa mère, tout qui va bien quoi. Tout Brembo, ouais, tout top. Ouais. La série pour que ça devienne aussi cher qu'un 1200 GS quoi. Pour que je tout avec un moteur de Monster. C'est vrai que mais je crois que la Senna c'était une édition limitée, mais c'était une fin de série aussi, donc c'était les meilleurs entre guillemets quoi. Ouais, c'est celle qui était construite le vendredi quoi. Parce que le jeudi il y avait Roberto, il mettait mal les joints de culasse. Et vendredi il y avait le chef d'atelier qui venait resserrer les trucs à la clé dynamo, donc tu pouvais ça fait partie de la légende du Ducati. Tu mettais un coup de grille et ça passait. Ouais, mais ça fait partie. Moi, je continue de dire du bien de cette marque. Quoi qu'on en dise, bande de connards. Non, mais si t'as conduit déjà une Brel et que t'as entendu le barouf dans un tunnel, tu poses même pas la question. Avec vos moulins à riz, les merdes. Bon, je m'énerve, j'ai une japonaise en ce moment. Je suis autorisé à faire ma c'est ça qui est bizarre. Ouais, mais c'est un bi, tu comprends. Mais non, mais après faut tout, hein, plusieurs philosophies sur la route. Et de toute façon, hein, c'est les moulins à riz qui gagnent tout en Grand Prix. Oui, en même temps là, on va voir. Mais les titres de champion, de champion. Tout ça. Oui, mais il y a pas de panache, c'est trop facile. C'est des épiciers. Bon, alors maintenant qu'on a été complètement partiaux, on revient à un mode presque normal. Les essais et la grille. Alors là, on a un petit jingle. Moto 3. Alors, Niccolò Antonelli, donc il est tombé lors de la séance FP3. Il a été déclaré inapte pour le reste du week-end pour une épaule disloquée. Ouais, non mais je plaisante, les illustrations c'est horrible. Non, j'ai mal pour lui, j'ai beau être matinal, j'ai mal pour lui. Après, on a toujours en FP3 Liviola et Alonso Lopez, donc qui sont pénalisés tous les deux pour conduite dangereuse. Donc souvent quand c'est conduite dangereuse par la direction de course en essai libre, faut comprendre qu'ils étaient trop lents en fait, et du coup c'était dangereux pour les autres. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. En chasser le naturel. Donc c'est assez pénalisant, ils prennent quand même 12 places sur la grille. Ouais, donc comme ça. Ils rigolent pas. Ensuite donc ça c'était pour les essais, pour les qualifs, on a Bastianini qui prend la pole. Donc pour lui c'est une première depuis 2016, hein. Il était un peu il était un peu repassé en arrière quoi. Suivi par Martin et Suzuki, donc c'est la deuxième première ligne de suite pour Suzuki. Moi ça m'étonne toujours autant de le voir là. Martin fidèle à lui-même par contre très très fort. En deuxième ligne viennent Sasaki, Canet et Toba, donc trois japonais sur deux lignes, c'est hallucinant. À croire en ce moment ils ont trouvé je sais pas un régime spécial un truc ils ont regardé des VHS pour savoir comment ça marchait, je sais pas. Et puis donc on a en troisième ligne McPhee, Rodrigo et Bezeki qui partira à 9. La Moto 2, donc là on va pouvoir faire Cocorico et Peroré comme tu dis. Fait, avec mon sens du vieux François. C'est ça. On a Fabio Quartararo qui fait la pole. Donc c'est une première en Moto 2 pour les Français depuis Zarco en 2016 hein. Et pour lui, c'est une première tout court depuis 2015 et une pole qu'il avait fait en Moto 3 au Mans, il me semble. Ensuite suivent donc Marquez et Schroeter sur la première ligne. Deuxième ligne, on a Bagnaia, Binder et Pasini. Troisième ligne, Vierret, Mir et Samlo. Donc je parle d'Oliveira qui partira 17ème et on verra pourquoi plus tard. Quant à notre deuxième Frenchie, Danilo, il partira 33ème sur la grille. Le remplaçant de Barbera, hein, comme on a vu, qui s'est fait éjecter un peu plus tôt, Fernandez se place sur une 20ème place tout à fait honnête dans les essais et les qualifs.
Donc on verra ce qu'il fait en course. Donc pour la petite histoire, Quartararo a fait la pole, mais aussi il signe le meilleur warm-up du dimanche matin. Bah oui. Tant qu'à faire. Voilà, histoire de bien remettre la pression. Bien enfoncer le clou. Et montrer que c'est pas, il a pas été premier dans un concours de circonstances. Exactement. Du coup, on va passer au MotoGP. Et oui, en MotoGP, bon, c'est un peu le week-end aussi des wildcards, hein, donc si on oublie Simeone, tu as Guintoli qui vient courir pour Suzuki, et Mika Kallio, le très motivé Mika Kallio pour KTM, qui, je l'anticipe un peu parce que j'en parlerai pas forcément beaucoup, mais qui a fait des beaux essais. En tout cas, c'était pas rare que dans la FP il soit premier des trois. Oui. Il est toujours présent. Hein. En tant que gars qui n'en veut, hein, le gars, il se place là. En gars qui n'en veulent, bah il y a aussi l'ami Morbidelli, mais en FP2 il en a tellement voulu qu'il est allé visiter le bac à gravier et il s'est fait mal au cou. Observation à l'hosto, a priori il a été déclaré fit quand même et il participera à la course le dimanche, hein. Enfin en l'occurrence il est déjà fit pour les qualifs. C'est ça. Tu sais, toi, c'est le genre de blessure où tu te lèves un matin, t'as un cervical, tu dis j'ai un torticolis, je peux pas aller bosser, c'est pas possible. Lui, il fait une course, quoi. Non, mais oui, en plus, je crois pas que c'est le même coup d'électricité que tu te fais en regardant à gauche à un moment, là, c'est... Non, surtout que il faut tourner la tête dans les virages, quoi. Faut y aller. Bah, ça dépend, si tu t'appelles, non, on va revenir sur l'accrochage Lorenzo Pedrosa, là. Non, je déconne. Alors, le dindon de la farce de la Q1, parce qu'il en faut toujours un, et ça met un petit peu de sel, à nos actualités, n'est-ce pas? Bah là, là c'est une belle bête, hein, le dindon de la farce, puisque c'est Marquez himself. Il y est allé parce que, hormis qu'il s'est foutu pas mal par terre, ben au moment où il aurait fallu faire des bons temps, voilà, il lui est arrivé des misères. C'est-à-dire que les moments où se font les bons temps, t'as l'impression que comme par magie, tout le monde fait ses bons temps en même temps, ces fameux bons temps du FP2, FP3. Bah là, à ce moment-là, il devait être en train de changer de bécane ou de refaire ses lacets. Il a pas fait le bon temps qu'il aurait fallu, donc mais alors bah, évidemment, hein, il est d'un nom de la farce genre 11e, quoi. C'est-à-dire que ouais, de pas grand-chose. Pas de bol, donc ça sent un peu comme le bon élève qui aurait eu un 12 au lieu d'un 18, quoi. Ça c'est vraiment pas grave, on le verra par la suite. Bon, il s'extrait de la Q1 avec une main dans le dos, littéralement. Hein. Il fait tout de suite son chrono et bon après il roule un peu pour histoire de pas se faire surprendre. Mais surprise parce que parmi les autres candidats à remonter, il y avait Miller qui est pas le dernier des Mickey, surtout cette année, mais il se fait booter de la seconde place, synonyme de la rédemption en Q2, par Nakagami. Nakagami, étonnant. Voilà. Je vais arrêter de dire du mal des gens parce que il manque plus qu'après ils deviennent bons. En l'occurrence Lorenzo, puis là Nakagami qui va en Q2, dis donc. T'as oublié Yannone aussi. C'est vrai. Non, mais tu leur donnes tous des ailes. Je suis une sorte d'engrais, tu sais, les roses poussent sur le fumier, donc je déverse mon fumier et un an après, ça fleurit. Donc j'ai commencé à dire du mal de Rossi, alors tu crois que ça marchera, non? J'aimerais bien entendre ça. Je ne peux pas, j'ai une corde vocale qui explose, je ne saurais pas faire. Non, pas possible. Ciarin se montre quand même, parce que bien qu'en Q2, il fait 4 de cette... en Q1, excusez-moi, bien qu'il soit resté prisonnier de la Q1, il fait quand même 4 devant Rins. Et Rins, on en aurait attendu mieux. Là, pour le coup, il est pas trop en forme. La Q2 se court, alors autant dire que bon, ce bon Nakagami, il restera quand même 12e au final, hein, mais au moins il est passé. Et alors, la pole pour Lorenzo, disons. Marquez, même s'il a fait des sauvetages impossibles, comme on a vu et revu la glisse de l'avant, Amazing rattrapé à coup de genou, se classe 2e. Dovi en embuscade quand même pour pas lâcher le morceau. Et Vignales, alors pareil, Vignales, on se dit, Vignales, il est bon ou il est pas bon, parce qu'il fait des bons chronos, mais en même temps, en course, ça marche pas. Donc c'est un peu pas le gars du dimanche, quoi, en ce moment, Vignales. Ouais. C'est le gars du samedi. Sans lui faire injure, hein. Iannone suit aussi donc en 5e place, 6e Petrucci. Et vous vous rendez compte que j'ai toujours pas prononcé le nom de son Altesse. Rossi 7e, comme au pire temps de ses retours chez Yamaha quand il en plus ratait ses départs, parce que
Bon, après, Rossi, excuse-moi de te couper, il est pas non plus connu non. pour ses essais, ses qualifs. Oui, mais tu sais qu'à une époque, c'était double malédiction parce que non seulement il se faisait des 7 ou des 8, donc des troisième lignes sur la grille, mais en plus il partait mal. Il y a quelques années de ça. Et depuis 2 ans, bien révolu maintenant, il part bien. Et ça lui évite d'avoir à remonter. Bon, pour autant, il fait pas prums, mais en gros, quand il fait 3, il le reste après, au premier virage. Donc n'allons pas trop vite en besogne, ne déflorons pas la course pour autant. Ouais, Vignales est pas si mal par rapport à ce qu'on lui connaît le dimanche. Par contre, Rossi avait fait naître un peu d'espoir parce qu'il était premier en FP1, mais bon, la FP1, faut pas trop s'enflammer, on l'a vu, hein, parce que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Exactement. Mais bon, c'était déjà bien qu'il se montre. Alors, les courses, jingle, n'est-ce pas, course Moto 3. Alors, course Moto 3, donc on a un beau temps, de toute façon on a eu un beau temps tout le week-end, belle température, et c'est parti pour 21 tours. Donc on a Martin qui a fait un bon départ, il va prendre la tête au premier virage, suivi par Suzuki. Bastianini, qui est parti de la pole, s'est manqué, et se retrouve 5e. Tout de suite, Martin va imprimer un rythme de folie, et creuser un écart assez conséquent. Seul Suzuki va arriver à le suivre. Assez étonnamment d'ailleurs. Moi, ça m'a surpris. Du coup, on a un groupe de poursuite composé de 10 pilotes, dont Bastianini, Canet, Massia, Mignot, Bezzecchi, qui, au bout de 2 tours, va se retrouver à 2 secondes de Martin et Suzuki, puis même jusqu'à 3 secondes. Donc c'est assez rare en Moto 3 de voir des écarts qui se creusent aussi vite en tout cas, mais en tout cas c'était le cas. Donc on voit bien en tout cas que Suzuki prend la roue de Martin, ne cherche vraiment pas à le doubler, alors même que quand il a l'aspiration à ligne droite, il pourrait tenter des choses, ou des fois quand Martin laisse un peu une porte ouverte, il pourrait y aller. Non, il se contente de suivre le lièvre et de se laisser tirer et garder la vitesse, quoi. Malheureusement pour lui, au 9e tour, Martin va perdre l'avant et chuter. Du coup Suzuki reste seul en tête avec 2 secondes d'avance, mais pas pour longtemps justement, parce que privé de son lièvre, et alors que le groupe de poursuivants revenait déjà un peu sur eux, il se fait reprendre par la cavalerie en moins d'un tour. Du coup, on a un groupe de 11 pilotes qui se font des aspis et des inters à chaque virage, comme tout le temps en Moto 3. C'est difficile de tenir le compte des dépassements, mais on voit un retour en forme notamment de Boulega qui est dans ce groupe, qui va mener plusieurs fois la course, également Canet, Bezzecchi, etc. C'est assez disputé. Au 14e tour, donc ils enclenchent le mode Fortnite, pour les connaisseurs qui est sur Battle la piste. Royale. Le Exactement, Battle gagné. Royale, Player Unknown Battleground, ce que vous voulez. Et donc c'est au dernier qui s'en sortira vivant. On commence par Sasaki, qui était à l'arrière du groupe de tête et qui va chuter tout seul. Donc ils vont rester plus que 10. Donc après, c'était pas que 10 sur la piste, mais c'est vrai que ces 10-là avaient une marge conséquente sur le reste des pilotes. Au 16e tour maintenant, on a Albert Arenas, qui au freinage va toucher la roue arrière de Canet, qui lui-même du coup va toucher l'arrière de Boulega. Grosse chute des trois dans un méli-mélo de pilotes et de motos. C'était vraiment pas beau à voir. Quand tu vois Boulega et Canet qui sont percutés par l'arrière, qui font des high side et qui font des roulés boulets, c'était assez impressionnant. On voit Boulega se relever comme une flèche et engueuler Canet puis Arenas comme pas possible dans le bac à sable, alors que eux ils sont gisants au sol, à moitié en train de mourir. Enfin c'est l'impression que ça donne. Et puis à nouveau il va engueuler, je crois que c'est Arenas, alors qu'il est sur la civière en train de se faire porter par l'équipe médicale. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'il en arrive là. Je comprends sa frustration, Boulega, mais surtout qu'il faisait sa meilleure course depuis 2 ans. Mais franchement, vu l'état des 2 pilotes, c'était peut-être pas nécessaire de les engueuler autant. Après, c'est comme ça. Je pense qu'avec l'adrénaline, clairement, c'est un peu Hulk en mode berserk. C'est ça. Je sais pas si t'as vu la chute. Oui, j'ai vu la chute. Mais j'ai l'impression qu'à chaque week-end, t'as ce genre de scénario dramatique avec un fautif et 3 victimes dont le fautif. C'est exactement ça. Du coup, on a Canet qui sera emmené au centre médical pour une douleur au talon, mais il n'y aura pas de fracture heureusement pour lui. Et on a Arenas qui également sera emmené au centre médical pour une blessure à l'œil gauche avec un énorme gonflement. D'ailleurs, le lendemain, ils mettront sur une photo sur les réseaux sociaux où on a l'impression qu'il a fait un match de boxe tellement son œil est gonflé. C'est le gars qui lui a mis un coup de casque. On l'a pas vu dans ce cas-là. Donc ça y est, ils sont plus que 7 à se disputer le podium. Les candidats se réduisent. Donc au 18e tour, sur le premier virage, après la ligne droite des stands, on a Massia qui va prendre les freins. Mais il a peu d'espace honnêtement.
Il essaie d'éviter un pilote, du coup il part un peu sur la droite, il percute l'arrière de McPhee qui est à l'intérieur du virage. Donc McPhee va rester sur ses roues, mais Masia du coup va être éjecté de l'autre côté, va sortir de la trajectoire et va percuter Mignot qui lui était à l'extérieur du virage. Du coup Bezzecchi il arrive à éviter tout cela de peu parce qu'il suivait derrière très très rapproché, mais on a quand même Masia et Mignot qui finissent dans le bac à sable. À nouveau une grosse chute parce que encore une fois j'ai une percussion par l'arrière, ça fait vraiment des éjections de la moto assez impressionnantes. Heureusement pas de blessés non plus quoi. Donc la tête de la course va se finir à 5 cette fois pour 3 places sur le podium. Donc on a Bastianini, McPhee, Bezzecchi, Rodrigo et Suzuki qui est toujours dans le coup, et du coup ça va se doubler quand même pas mal sur la fin. Bezzecchi il est plus quand même dans le mode en calcul, vu que de toute façon il était en tête du championnat du monde au début de ce Grand Prix, et Martin est tombé, donc Martin c'était le deuxième, c'était son concurrent le plus sérieux. Du coup on a Bastianini qui va aller chercher la première place, suivi par Bezzecchi qui va assurer les 20 points, et Rodrigo troisième sur la ligne. McPhee suit quatrième, et Suzuki fait une belle 5e place. Donc félicitations à Rodrigo, parce que c'est la première depuis 2005 qu'un Argentin se retrouve sur un podium de moto GP, moto 3 ou moto 2. Chapeau. Alors la course moto 2, parce que là c'était pas les amuse-bouches, c'est pas pour leur manquer de respect, mais il y a... Non, alors donc là on avait du sérieux aussi, parce qu'on a vu que Quartaro fait la pole. Ouais. Donc d'abord on a Sam Lowe qui a eu un souci pour le tour de placement. Sa pompe à essence apparemment ne refusait de fonctionner, du coup impossible de démarrer la moto. Il a pas pu sortir à temps des stands, et la pénalité dans ces cas-là, c'est tu partiras du fond de grille. Alors qu'il avait quand même la 9e place normalement sur la grille. Heureusement quand même son team pourra réparer avant le début de la course. La moto 2 part pour 22 tours. Marquez fait un top départ et se retrouve devant au premier virage. On est suivi de Schroeter, Binder, Bagnaia. Quartararo, il fait un pas très très bon départ, il se retrouve poussé 5e. Mais surtout c'est Oliveira qui est parti de la 17e place, qui au 3e virage se retrouve 7e, donc il a gagné 10 places en 3 virages. Et non, il n'a pas grillé l'effet de départ, il est parti en même temps que tout le monde, donc assez impressionnant. Quartararo va rapidement reprendre la 4e position à Bagnaia, et à Oliveira également va passer 6e. À l'arrière, on a Manzi, Touli et Ben Schneider qui vont chuter dans un millimilo. Ensuite, on a Oliveira qui va doubler Fierre et se placer 5e, juste derrière Quartararo, qui sans s'affoler va montrer vraiment une vraie maîtrise et remonter petit à petit sur Marquez, Schroeter et Bagnaia. Il se fait Bagnaia au second tour, et Oliveira passe aussi Bagnaia dans la foulée. Donc Oliveira est vraiment très 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 fort en début de course. Il pousse Quartararo, il tente de trouver une ouverture, mais il la trouve pas. Donc les 4 devant vont réussir à creuser l'écart sur Binder, Bagnaia et Pasini, qui sont plutôt 5, 6, 7, mais un peu plus loin. On a Fabio qui va nous faire un intérieur qui va obliger Schroeter à élargir. Oliveira en profite et s'engouffre aussi. Du coup, on a Marquez suivi par Quartararo et Oliveira. Schroeter 4e. Oliveira pousse toujours, et à plusieurs reprises on pense qu'il va pouvoir doubler Quartararo, mais celui-ci garde bien les portes fermées et bloque toutes les tentatives. Toutes, mais pas vraiment, parce qu'Oliveira finalement va quand même trouver la faille et prendre la seconde place à notre Frenchie. On a alors fait que 4 tours, là tout ce que je vous ai raconté, ça a duré 4 tours. On a Marquez qui a pris une petite avance du coup, mais Oliveira est inarrêtable et le remonte. Schroeter va faire une erreur de freinage en voulant revenir, sortir de la trajectoire et perdre 4 places. Donc après la situation s'est un peu stabilisée. Au 8e tour, on a Oliveira qui passe enfin Marquez et prend la tête. Je répète qu'il était parti 17e. Quartararo attend son tour et puis passe Marquez aussi. Il s'arrête pas là, puisqu'il va ensuite aller chercher Oliveira, qui va commettre une petite erreur de freinage. Donc on a Quartararo qui repasse devant au 9e tour. Et là, on a du Lorenzo style. Quartararo avec un style très coulé, des points de corde magnifiques, des trajectoires très fluides, qui va dérouler son talent quoi. Les autres pilotes ne vont plus le revoir, il va enchaîner les tours à un rythme démoniaque et battre leur corps du tour plusieurs fois. En arrière, en milieu de peloton, Mir va chuter, et Pasini également, alors qu'ils étaient en lice, qui se battaient pour le top 6. Pour Pasini, ça devient vraiment une habitude. Enfin, moi je suis un peu déçu de ça quoi. Schroeter va doubler Fierre au 17e tour pour la 4e place. Du coup, on a une fin de course assez linéaire, avec Quartararo qui va prendre la première place, Oliveira second, Marquez 3e. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une super victoire de notre Fabio en Grand Prix Moto 2. C'est quand même le plus jeune pilote à avoir gagné une course Moto 2 après Marc Marquez, donc il a tout juste 19 ans, faut pas l'oublier, notre petit Fabio. Et il fait également gagner Speed Up, qui avait pas gagné depuis 38 mois.
Ouais, c'était avec la manière en plus. C'était pas. Ouais, avec la manière. Il allait chercher, il avait fait une démo quoi. Enfin, on peut le dire, hein, sans être C'est chauvin. Exactement. C'était assez. Effectivement, il a réussi à prendre le large sur un Oliveira qui n'amusait pas la galerie quoi. Non, Oliveira était vraiment très très fort, surtout en début de course, alors que Fabio était plus fort en seconde partie, mais bon, ça reste un client quoi, Oliveira. C'est pas. Ouais, et puis il est pas né de la dernière tous les autres furieux derrière étaient aussi pas des Marquez. quoi, ouais. Non, c'est sûr. On a également un gros fait de course, enfin, même si c'était, alors que la course était finie, donc je sais pas si on peut dire un fait de course. Un fait de décélération. Un fait de décélération. Donc pendant le tour d'honneur, il y a Oliveira qui fête sa seconde place avec le public. Et Simone Corsi qui a terminé 12e, on sait pas ce qui s'est passé, il a pas dû le voir, hein, je pense, je vois que ça. Donc il a percuté par l'arrière, du coup Oliveira. Choc assez violent, les deux motos sont complètement détruites. Les deux pilotes vont bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? La direction de course a décidé de pénaliser Corsi assez sévèrement, hein, puisqu'il partira du fond de grille pour la prochaine course à Assen. Également, ce qu'on peut dire, Danilo, donc finit 23e. C'est une course assez mitigée pour lui. Ouais. Ah mais tu sais que maintenant moi je dis plus rien parce que un temps c'était Quartararo qui était dans les 20e hein, donc on fait gaffe à ce qu'on dit hein, quand même. Non mais bon après Danilo il est quand même rookie oui, oui carrément non donc, mais en plus pour une fois je crois qu'on pourra pas m'opposer le fait que j'ai jamais dit du mal de Quartararo mais je le voyais pas enfin là tu m'aurais demandé ça mercredi ou même avant qu'il signe la pole qu'est-ce qu'il va faire Quartararo jamais je t'aurais dit ça on aurait cru que je plaisantais je t'aurais dit top 10 ouais, mais bah je le voilà, voyais pas du 10, tout top 10 généralement c'est un peu comme les Français à Roland Garros quoi, si t'es en deuxième semaine c'est cool. Voilà, Quartararo top 10 c'est bien et c'est pas lui faire un jour non plus parce qu'il est comme tu l'as rappelé d'ailleurs, il est pas vieux. 19 ans effectivement. Il est tout jeune et puis c'est vrai que il y a que 2 speed-up sur le plateau. Il y a une flopée, il y a une vingtaine de Calex, au moins 5 ou 6 KTM et après c'est des teams qui ont une ou deux motos donc il y a pas beaucoup de retours d'expérience etc. donc c'est difficile de faire progresser la moto. Donc là en tout cas chapeau à lui et moi je suis content de voir qu'un Français gagne à nouveau en Moto 2 quoi. Ça rappelle des trucs. Enfin, ne nous emballons exactement. pas. Mais ça fait plaisir. Non mais c'est toujours mieux comme en ça. En espérant qu'il puisse continuer à se battre pour le podium dans les prochaines courses au moins. Clairement. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé en MotoGP? Les gros ont sorti le matos. Déjà warm-up, petite chaleur pour Lorenzo qui a failli se manger Espargaro dans le dernier virage avant l'arrivée. Parce que Espargaro en toute fin de warm-up, il avait déjà décidé de rentrer, je sais pas, sur la première à l'embrayage collé quoi. il était à 2 à l'heure malheureusement dans la trage quoi. Donc il a fallu tout le métier de Lorenzo pour recoucher un peu pour pas se le manger. Ça aurait pu faire un truc un peu bizarre hein, quand même. Vu les vitesses que du coup, il sera pénalisé pour Aleix il a emmerdé Yannone en FP et en warm-up c'est Lorenzo. Il a peut-être un problème de boîte de vitesse sur sa moto. Faut peut-être oui, je sais pas lui mettre la bonne boîte, je sais. Mais quand il s'agit d'éteindre les lumières, ce satané Marquez, on va dire, prive Lorenzo de sa première place momentanément parce que au Grand Prix d'avant, c'était Lorenzo qui avait bondi. Là, c'est Marquez qui bondit. Il vire en tête et il finira du moins le premier tour en tête. Mais il tardera pas à se faire passer par Lorenzo qui est assez en confiance. De toute façon, on était habitué depuis pas mal de courses à ce que Lorenzo parte très bien. Maintenant, on se méfiait vachement parce qu'au Mugello, on croyait qu'il allait partir très bien et finir 10e. Canani, il revient with a vengeance. Hein. Y a Iannone qui se fait une deuxième jeunesse qui est quand même bien dans le coup. Dans ce paquet qui suit les deux furieux que sont Marquez et Lorenzo, donc on a aussi Dovi hein, qui veut aussi sa place au championnat, Rossi, l'inoxydable Pedrosa et Petrucci. Et en fait, Rossi il est pas si mal parce qu'il fait 5 au premier virage, ça lui évite de se trouver dans l'espèce de marée noire qui est toujours un peu embourbé, mais c'est Vignales qui pour le coup est aux fraises et se trouve dans la dite marée noire. Alors on voit que il reprend ses mauvaises habitudes, à savoir mal partir.
Spoiler alert, il finira très bien. Donc, les gens ont tendance à penser que c'est son réservoir qui l'emmerde, mais faut voir si c'est ça. Ça plus le mental. Hein. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Moi, je crois que c'est le MotoGP qui l'emmerde en fait. Non, mais pour finir comme il finit, tu vois, il tape les mêmes chronos que les leaders à la moitié de la course. Non, c'est vrai. Faut voir s'il trouve le déclic. D'essayer pour Lorenzo, ça a été un bout de mousse et un bout de scotch. Alors, je schématise. Ouais, mais le truc, c'est que, comme pour Lorenzo, Vignales, t'as l'impression qu'il fait tout le temps la gueule, que ça marche pas, quoi. C'est Calimero, quoi. Hein. C'est pénible. Et, alors, je dis pas que c'est un métier facile, mais c'est quand même un métier de rêve. La grosse frustration, quoi. Ouais. Disons, c'est un peu McEnroe, quoi. Donc après, une fois que Lorenzo est passé devant, on assiste malheureusement, et beaucoup de gens l'ont remarqué, et sur les réseaux sociaux, les commentateurs, ils ont pas le droit de dire ça à l'antenne, sinon ils sont virés, ils peuvent pas dire qu'un Grand Prix est un peu ennuyeux. Mais nous déjà on a le droit, parce qu'on n'a pas payé. Et puis on a assisté à une lorenzisation, un peu comme quand t'es chez le dentiste et qu'on t'a endormi les dents, là, t'as la lèvre qui ne sent plus rien. Et voilà, une lorenzisation de la tête de la course, parce qu'en fait, si je prends le setup Lorenzo, Marquez, Dovi, Rossi, ça fait quasiment 8 tours comme ça, donc, et au 9e tour, ce n'est plus le cas parce que y a Dovi qui part à la faute comme un grand. Pas exactement comme au Mans, parce qu'au Mans c'était juste après avoir passé Lorenzo, il était un peu trop on fire, mais là il roulait peut-être un peu trop au-dessus de ses pompes. Lui, ce qu'il disait après, c'est pas parce que il est agacé par Lorenzo et qu'il voulait absolument se le faire, c'était surtout Marquez que lui il pense première place au championnat, il pense pas alors ça c'est ce qu'il dit. Mais en plus non, mais il oui, voulait pas, on peut le croire. Enfin, il voulait pas perdre de terrain sur mais ça devait course, vouloir dire qu'il forçait, et à ce moment-là ça m'a fait penser que peut-être le même sort funeste attendait Rossi aussi, parce que Rossi, on sentait bien qu'il était pas en mesure d'aller les chercher, hein. En tout cas à regarder les distances qui les séparaient tour après tour. Ah non. Mais en épicier qu'il est, il a gardé cette 3e place. Hein, et ça, on peut déjà le dire sans trop dévoiler de secret. Hein, c'est le podium qu'on est en train de décrire là, hein, Lorenzo, Marquez, Rossi, qui finalement nous oblige à nous intéresser à ce qui s'est passé derrière. Et là aussi, c'était de la battle royale, parce que tu as une petite passe d'armes entre Crutchlow et Pedrosa, et Crutchlow finit par doubler l'officiel Pedrosa pour s'adjuger la 4e place. Sniff parce que à 4 tours de la fin, Ciarin, qui était vraiment très bien et au chrono et qui était 10e je crois, hein, juste derrière Petrucci, il a chuté sur un truc qui ressemble à un high side mais pas vraiment. Bon bref, c'était tout pourri. Enfin je veux dire, la chute était bizarre. Il y a pas de belle chute non plus, quoi. Mais à 4 tours de l'arrivée, et on croit à un moment qu'il peut repartir. Parce que faut quand même voir que ce jeu de massacre, en fait, je crois que s'ils repartaient, ils mettaient des points, hein, vu qu'ils étaient déjà plus que 15 à ce moment-là, ou 14 même. Mais en tout cas, alors pourquoi ils ont fini à si peu? Parce que on va les citer quand même, hein. Il leur arrivait tous des trucs un peu bizarres. Nakagami était peut-être un petit peu trop remonté par ses relatifs bons résultats de la Q1. Il a voulu faire un inter un peu trop ambitieux, ce qui fait qu'au moment de finir sa manœuvre, il a perdu l'avant et il chute. Il ne percute pas Smith, donc c'est pas vraiment une Iannone parce qu'il percute pas en le doublant, mais il tombe juste devant lui, ce qui fait que Smith ne peut pas l'éviter, quoi. Donc j'étais un peu dégoûté. J'étais un peu dégoûté parce que Smith faisait une belle course pour une fois. C'était vraiment rare de le voir à ce niveau-là avec les KTM, et je me suis dit putain, c'est pas de bol pour Smith, quoi. Surtout que Kallio, qui d'habitude leur fait de l'ombre, lui il n'a pas fini le premier tour. Alors soit les réalisateurs ont été trop rapides et j'ai pas vu, soit ils ont pas montré ce qui arrivait à Kallio. Je ne saurais pas te dire ce qui lui arrivait. On l'a pas vu, j'ai pas su ça. Alors c'était pas un super week-end pour KTM, parce que finalement le seul qui finit c'est Espargaro. Alors il finit 11e, c'est pas déshonorant, mais comme on sait que KTM maintenant on sait qu'ils ont des grosses ambitions, on le savait déjà, mais on le sait encore plus maintenant qu'ils se sont payés Zarco et qu'ils veulent investir encore plus, ou du moins toujours autant. Bon, après, on en est qu'à la 7e course de la saison, ils peuvent aussi se refaire. Ils annoncent un moteur, tu sais, avec l'arbre qui tourne dans le bon sens, si j'ose dire. T'as entendu parler de ce moteur là? Oui.
Oui, bah ça rendrait doit la arriver en moto Autriche, plus ils nous maniable. l'annoncent. Nous verrons. Alors, les gens qui disaient une seconde, ce serait un peu enflammé, hein, une seconde au tour, on peut pas déconner, mais déjà, si tu gagnes en maniabilité, tu seras peut-être pas dire le nombre de secondes, mais c'est mieux. Voilà. Oui, bah si tu peux Voilà, tourner plus vite la et moto, peut-être c'est même bien. Hein. t'auras pas directement sur les chronos la différence, mais la capacité à piloter relax, ça te permet de passer mieux tes adversaires. À la limite, le temps c'est une chose, mais si tu finis devant, on s'en fout quasiment de la seconde en question. Ouais, donc Battle Royale ultime parce que à l'arrivée ils sont 14, hein, donc si on prend bien ces petites feuilles, tout le monde est dans les points, tous ceux qui finissent en tout cas. Hein. Donc j'ai mis entre guillemets dans le conducteur, il suffit de finir pour choper du point, mais encore faut-il rester sur 0. Donc on a cité les victimes du jour, Siarin 4 tours avant l'arrivée, mais un petit peu avant il y a Rabat qui est victime d'un incendie assez conséquent en fait, hein, de sorte qu'on sent qu'il a chaud quand même, hein, qu'il lève la jambe. Oui. Et oui. Mais d'ailleurs, je me demande si c'est pas ça qui a gêné Siarin, parce que quand tu regardes la vidéo, tu vois que il y a une sorte de projection de la moto de Rabat. Il y a Siarin juste derrière. Et après, la moto prend feu, donc Rabat va se jeter dans le bac à sable pour se sauver les miches. Et 2 tours après, Siarin il perd l'avant d'une manière un peu bizarre. C'est une chute un peu à la con, on ne sait pas trop dire. Mais bon, si on remonte un peu le temps avant qu'il s'était arrêté, il y a eu Miller, Smith et Nakagami, c'était le strike involontaire. Rins, il me semble que c'était du joli bac, hein, c'était pas une panne, mais pareil, soit les réalisateurs devaient être dépassés par les événements, ils n'arrivaient pas tous nous montrer les victimes. Dovi, parce qu'il est connu, on a vu les ralentis. Siméon, on savait pas qu'il était là, donc il est tombé. Hein, un peu plus tôt, malheureusement, allait chez Spargaro. Lutti, c'est vraiment pas son année, même si c'est que cette course, en tant que rookie, il n'emmagasine pas de confiance, on peut dire ça comme ça. Hein. Non, c'est pas évident. Team VDS qui se engueule, c'est un peu la crise. On va essayer j'allais dire prier pour lui, je suis pas un bigot, mais on va essayer de lui souhaiter de se refaire mentalement déjà. Guintoli, alors là, je ne sais pas ce qu'il a fait ou pas fait, mais premier tour. Non, là, on l'a vu tomber, on l'a pas vu tomber. On a appris qu'il avait chuté, mais je l'ai pas vu non plus. Je crois qu'il a chuté au deuxième tour. Je suis pas friand de voir les bûches, mais je veux juste savoir ce qui arrive aux gens. Genre, tiens, lui, là, il s'est fait pousser, pas pousser. Ouais, non, c'est ça. Quant à Kallio, pareil, mystère. On saura peut-être dans les débriefs. Peut-être qu'ils sont pas l'habitude de rouler les réservoirs pleins. Je sais pas. Parce que c'est les pilotes de test, alors. En tout cas, non, c'était quand même, je sais pas si je me souviens d'un tel battle royal, qui fait que pour finir, je veux dire, si tu finis, tu mets des points. 14, c'est pas beaucoup. Donc si on récapépète, nous avons Lorenzo Marquez Rossi, joli podium s'il en est au niveau du nombre de titres qui sont sur les 3 marches. Je les ai pas comptés, mais ça en fait. Crutchlow, discret, mais là. Pedrosa, inoxydable, un petit peu piqué de rouille, hein. Je parle surtout à cause de son actualité. Vignales le ronchon, épicier, hein, parce que justement il a une place enviable au championnat vu tous ses résultats en demi-teinte, mais il finit tout le temps. Donc comme il finit tout le temps, comme Marquez en tout début d'année dernière quand il était soi-disant aux fraises, il a pas fait beaucoup de résultats blancs, il a chopé des points, bon puis après il s'est mis à gagner, hein. Ça aide aussi. Mais oui. Tu veux que je te dise Vignales, c'est je dis pas de bêtises, 11, 10, 11, 20, 9, 9, 8, 3e au championnat, quoi. En termes de points qu'il a donc, pris. oui, c'est quelque chose, on reviendra au championnat après, mais il y a un mode épicier qui fonctionne, hein. C'est du Guiraud, hein. On est sur du Guiraud. Que tu as peut-être pas connu vu ton jeune âge, mais l'entraîneur d'Auxerre, si j'ai connu le Auxerre, qui se contentait de quelques points par-ci par-là, disait-il, hein, il jouait le maintien alors qu'il était 2e. Mais non, et plus sérieusement, alors Zarco dans le dur entre guillemets, mais bon 7e. On a connu une année passée où il était aussi un peu dans le top 10 tout le temps, ce qui est déjà très bien, mais où c'était tiens, il accuse le coup et tout. On sait la fin de saison qu'il a faite, donc ça veut rien dire qu'il soit 7e et qu'il non, il a pas l'air inquiet. De toute façon, il est serein. Je pense qu'il avait besoin de se rassurer après une chute au Mans et au Mugello. Hein. Voilà, là il finit la course 7e. Bon,
Je trouve que c'est une bonne place, et puis de toute façon, faut pas oublier qu'il roule sur une satellite Yamaha qui est un peu bâtarde, hein, mais qui a quand même 2 ans, le châssis, je crois. En théorie, Oui, c'est c'est sa ce que place, j'allais dire, 7e. ouais. En théorie. Même si on sait que en termes de potentiel du Gugus, il peut Oui, Super Saiyan par moment faire un podium. Mais il finit quand même devant exactement. Petrucci. Excusez du peu. Hein. Ouais, Suivent Bautista, Iannone qui est bon, bah il a fini, donc bravo quand même. Paul Espargaro, hein, donc qui ramène sa KTM à bon port. Scott Redding, Karel Abraham et Morbidelli qui galèrent. Bon, alors blessé au cou, certes, mais en tant que rookie, on voit ça remet encore plus en perspective la première année de Zarco l'année dernière, parce que Morbidelli qui est pas un blaireau, où il n'y arrive pas bien, on va rester poli. Et avant que Sierrin se tôle, il était largement moins rapide que Sierrin. oui. D'aucuns Non, disent bien que la sûr. marque VDS c'est une merde. Je sais pas. Comparé aux autres, comparé Euh, aux je- autres bécanes. ouais, et puis, enfin, bon, je pense que la Honda n'est pas Oui, facile voilà, non quand plus à je dis conduire, hein. c'est pas une merde, Bientôt. mais le mode d'emploi a pas été mis sous la selle, quoi. C'est difficile à Non, conduire non, non, pour clairement un pas. rookie, paraît-il. Donc, comme on l'a dit, à côté Frenchy, notre Zarco fait l'épicier 7e, ce qui est très bien. On le répète, un peu de chauvinisme ne nuit pas. Et donc, on attend peut-être une fin de saison, ou même déjà un milieu, une fin de saison comme l'année dernière. On serait ravis. Et une victoire, enfin, une victoire, on Mais l'attend. ça porte malheur, hein. Tu sais, c'est comme au théâtre, il faut pas dire certains mots, Mais donc non. oui, bon, ben on joue le maintien, 3 points de domicile, voilà. Les points. Et oui, donc après, si on veut cancaner un petit peu sur, on va dire les retombées, hein, comme la pulpe dans l'orangina, discussion post-course à chaud et à tiède. Moi, ce que j'ai remarqué, je sais pas ce que t'en as pensé, mais tout le monde se gausse de Ducati en disant qu'ils se sont fait pigeonner, qu'ils ont pas fait ce qu'il fallait, et en sens Lorenzo. Alors, ça n'engage que moi, mais Lorenzo est un excellent pilote, mais je continue de pas pouvoir l'encadrer, parce que c'est une tête de cochon, mais c'est tout. Après, il pilote comme un dieu. Et tout le monde aussi se dit, Ducati a été con de le lourder. Mais si, déjà, tu imagines le pognon qu'ils étaient pas prêts à remettre, ni mentalement, ni même pécuniairement, hein. Avant le Mugello, Ah, mais c'est j'entends, sûr hein. qu'ils avaient Attention, plus mettons-nous avant l'argent. le Mugello. Mm. Ils ont pas X millions à mettre dans Lorenzo, je pense qu'ils lui en veulent un peu de sa non-éclosion. Encore une fois, on se met avant le Mugello. Lui-même grogne, je crois que chacun, c'est ce qui me donnait moi l'impression avant qu'il y ait le miracle du Mugello, c'est que tout le monde était content que ça se finisse, quoi. Ah, Et c'est donc sûr. maintenant, Ducati serait devenu des gros blaireaux et Lorenzo un dieu. Bon, là, je leur donne raison sur Lorenzo un dieu, parce que pour revenir d'entre les morts, il fallait le faire. Mais moi, si j'étais Ducati dans un jeu un peu de dupe comme ça, ben, je rachète pas du Lorenzo, quoi. Enfin, je sais pas, quand t'es Non, au mais... supermarché et que tu vois que le yaourt est déjà ouvert, tu prends un autre paquet. Bon. Bah, sauf que bon. Non, mais ça se comprend, la décision de Ducati, elle est normale. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que il y a les gens, ils créent, il y a un mois, Lorenzo chez Ducati, ça marche pas, et c'est une grosse erreur de la part de Ducati. Et maintenant, ils gagnent 2 courses, ils ont laissé passer sous leur nez la meilleure affaire qu'ils avaient, quoi. Faut arrêter. Dovi, c'est un très très bon pilote, donc là, en ce moment, il n'a pas de chance, il est dans le dur. Lorenzo, au contraire, il en est sorti et il score. Après, je trouve quand même que il y a des circuits là qui s'annoncent à Assen qui vont pas être très favorables à Ducati quand même. Donc à voir ce que les deux pilotes font. Moi, je trouve que Lorenzo, c'est un très très bon pilote et qui va rester très professionnel jusqu'au bout. Il va vouloir vraiment essayer d'aller chercher le titre de meilleur pilote, hein, pourquoi pas. Après tout, il a le même nombre de points, je crois, que Dovi maintenant au championnat. Et je pense que c'est vrai que il veut au moins aller chercher le titre de meilleur pilote Ducati cette année, je pense. Et c'est tout à son honneur. Après, moi, dans mon cœur, je suis pour Dovi, et j'étais plus déçu par la chute de Dovi à Barcelone que ravi par la victoire de Lorenzo, Pareil, honnêtement. Ouais. Mais c'est comme ça, c'est Lorenzo avec qui j'accroche pas forcément Mais voilà, au personnage. moi je fais un peu comme pour les gens encore un peu plus
polémique comme Louis-Ferdinand Céline, je dissocie. Alors moi j'ai pas lu ses œuvres, Céline, moi je m'y refuse, j'arrive pas à dissocier justement le bonhomme de l'œuvre. On pourra me jeter des cailloux, hein. Mais ouais, donc pour revenir à Lorenzo, bon, c'est une tête de cochon, mais pas foncièrement méchant, mais bon, c'est quand même, il est un petit peu pénible. Ouais. Ceci étant, ouais, bah, on voit comme il pilote. Attends, il leur met une tôle encore ce week-end. Respect. Et, c'est sûr. Comment dirais-je non, mais on revient finalement en mode radotage sur ce qu'on évoquait en début de session. Ce qui a créé finalement ce vaudeville avec claquage de porte et cocu dans l'armoire, c'est le fait de signer les contrats hyper tôt dans la saison. Donc oui, non, c'est sûr que c'est un problème. Si tu laisses pas au moins jusqu'aux 2/3 de la saison, t'es obligé de faire des paris. Ducati en a fait un qui s'est avéré peut-être même pas perdant mais pas gagnant. C'est ça qu'on leur reproche finalement. Enfin après. Ouais, on va dire que le temps médiatique est plus court que le temps du championnat, donc on va bien voir aussi ce qui se passe, parce qu'il peut y avoir des fortunes diverses, hein. Je souhaite du mal à personne, je souhaite plutôt du bien à d'autres qui ressortiraient à la tête des épaules. Pourquoi est-ce que Vignales en claquerait pas 3 de suite? Bon, là, on déconne un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je parle pas de Rossi, c'est quand même bien que j'arrête pas de dire qu'il va gagner, mais tu vois, un pilote qui a ce qu'il faut en lui pour gagner, mais qui, pour plein de raisons, et surtout mentales, ne gagne pas. Il suffit qu'il se fasse une Deauville l'année dernière, tu vois. Un autre back-to-back, et puis ça. On parlera que de lui et plus des autres. Donc détendons-nous. Rappelons qu'ils sont tous excellents. En termes de cancanage, ouais, mais finalement, même si j'apprécie pas son Altesse Louis XIV Lorenzo, ça me ferait aussi plaisir aussi pour la marque Ducati qu'il continue à faire une espèce de cavalier seul, enfin pas cavalier seul, pas dans les courses, surtout pas, mais qui viennent emmerder Marquez, parce qu'on a tendance aussi à plus parler de Marquez, mais c'est quand même lui qui est leader. C'est lui le vrai danger, si j'ose dire. Enfin, c'est pas un danger, mais c'est lui la personne à battre. Marquez, quand il est pas dans un bon jour, il termine deuxième. Il est quand même premier du championnat. Voilà. Alors, je suis sûr juste qui est deuxième, c'est Rossi avec 88 points. Oui, donc il est à plus d'une course derrière, mais il est deuxième. Voilà, il suffit que Marquez fasse du motocross cet hiver. Vignales l'épicier, 77 points, troisième. C'est ça. Talonné par Zarco à 73 points. Non moins épicier d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, et pourquoi ce serait pas Zarco qui ferait trois courses d'affilée back to back? Ah, alors. Pourquoi pas? En tout cas, Zarco, vu le nombre de points où il est, au tiers de la saison, au gros tiers de la saison, il peut aller chercher une troisième, voire une deuxième place. La pression du Mans, hein, c'est passé. Donc, il y a plus qu'à. Pour le point championnat Moto 3, donc on a Bezzecchi premier 103 points, Di Gianantonio 84 points et Martin 80 points, donc qui fait un résultat blanc. En Moto 2, on a Bagnaia 119 qui assure les points, Oliveira qui remonte à 118 juste derrière et Alex Marquez 94 points. Juste pour le citer, donc Quartararo avec sa victoire, ça lui plus que double les points, donc là il est 10e à 45. Donc pour le MotoGP, Marquez 115, Rossi 88, Vignales 77. Et j'ai un petit quiz pour toi. Tu vas me citer le pilote qui n'a aucun point au championnat. Il y a un piège ou pas? En fait, il y en a deux. Déjà, c'était ça le piège. Il y a Simeone. Tout à fait. Ah, quand même, comme on connaissait ça, on les honore. Et un pilote qui court depuis le début, pas un mec qui a été il y a pas de... Oui, de toute façon, même les mecs qui ont couru par exemple Mika Kallio, il a 6 points. Ah oui, quand même. Voilà. Donc un autre qui aurait 0 points. Je vais y aller de mon Abraham, mais je crois que c'est pas vrai parce qu'il a fini dans les points une fois, je crois. Exactement. Donc Abraham étant TP Luthier, à 4 points. Et non, c'est Thomas Luthi, donc qui a 0 également. Oui, oui. Non, mais là je ne m'acharne pas parce que c'est oui, il fait non, de mais la peine, mais pas méchamment. Alors, point Frenchy hors GP, ça va pour les pilotes et les teams. Il y avait les 8 heures, je m'y colle sur le nom du bled. Doschersleben, n'est-ce pas? En Allemagne, 4e manche du championnat d'endurance.
Qu'est-ce qui s'est-y passé là-bas? Donc on a d'abord le GMT 94 qui a pu arracher la pole, hein. Et au final, on a une victoire du team FC7 Honda. Donc c'est le team qui avait déjà gagné aux 24 heures du Mans, donc, devant le SRC Kawasaki et le GMT 94. On a notamment eu une belle bataille à la fin entre De Punais sur la Kawa et Di Meglio sur la Yam, en toute fin de course, qui se conclura donc par une chute de Di Meglio, qui pourra quand même rallier l'arrivée, comme tu disais, avec un bel carénage qui frotte. Pas repartir, et c'eût été dramatique parce qu'ils auraient eu pas de points là, hein, et comme le championnat touche à sa fin, GMT 94 sur un virage du dernier tour, sur une baston, il y a pas d'autre mot, De Punais Di Meglio. Enfin, ça s'est pas passé sur un fait de course, mais De Punais remontait de plus en plus. Roulait fort pour dans l'avant-dernier tour passer Di Meglio, en faire 2 au lieu de 3, et ça s'est fini dans le bac, et il était limite de pas repartir. À un moment, les commissaires avaient arrêté de l'aider même, je crois, hein. C'est ça. Bon, il finit 3ème, c'est quand même bien finalement. Ils prennent les gros points, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de bac à sable, on a aussi pu voir une grosse chute de Grégory Leblanc, hein, où la moto elle fait des roulés quasiment détruites. Elle est pliée. C'est ça, dans la Riviera, tu repars pas, hein. Serait mille fois RSV, hein. Il y a plus de boucle arrière, il y a plus de carénage, le guidon, il existe à peine. Il parvient quand même à la ramener au stand, assis sur la boîte à air. C'est assez hallucinant, et le team réussira à repartir. Hein. Je sais pas comment ils font, c'est des grands malades. C'est ouf. Ouais, comme au moment quand il y avait eu, Cheka qui avait ramené, Sakawa, exactement. Ils avaient tout changé à la vitesse de la lumière, quoi. C'était quelque chose. Et donc dernière étape, parce que l'endurance s'est décalée un peu par rapport au MotoGP. En gros, il commence en septembre, hein, avec le Boulder avant une grosse coupure. 8 heures de Suzuka le 29 juillet. Donc là, ça va chier dans le ventilo, hein, parce que il y a du prestige, hein. 8 heures de Suzuka, il y a de la moitié de triche avec des teams qui viennent que pour ça, des motos préparées, des motos préparées à l'éther et tout. Puis je veux pas trop, enfin on n'aime pas trop les rumeurs, hein, sur le podcast, mais on entendait dire que Pedrosa serait présent au 8 heures de Suzuka s'il retrouvait pas un guidon. Donc nous verrons. Mais ce serait pour l'année d'après, je pense. Hein. Écoute, Superbike. Superbike, du coup, ça se passait le week-end du 9 et 10 juin à Brno, en Tchéquie ou République tchèque, hein, comme on veut. Donc Baz a fait 18e en course 1 suite à une chute alors qu'il se battait pour le top 10, et 11e en course 2. Au général, il est 11e. Donc on a Réa, on en a parlé un peu tout à l'heure, qui gagne la première course, et il atteint les 60 victoires en SBK, donc c'est le record absolu dans cette discipline, devant Carl Fogarty, hein, on s'en souvient de Monsieur Fogarty. Lors de la seconde course, alors là c'était assez marrant, ou pas d'ailleurs, Sykes, son coéquipier, le fait chuter, clairement, et derrière le mur de sécurité, on va voir Réa applaudir ironiquement lors du passage suivant de Sykes. C'était assez hallucinant, ces images. Je sais pas si j'ai vu ça. C'était ça fait bonne ambiance penser à Pedrosa qui fait chuter Hayden en 2006, quoi. Enfin, il y avait moins d'enjeux, mais quand même. Oui, c'est ça. Et du coup, Sykes, ça a dû lui porter la poisse ou le déconcentrer, hein, de se faire applaudir par Réa. Du coup, il finira pas la course parce qu'il va également chuter un peu plus tard. En super sport, on a Cluzel qui a terminé premier lors d'une course épique, face à Cortese, et pour 148 millième seulement. Donc ça s'est décidé vraiment sur la ligne d'arrivée. Mayas fait une belle course également, 4e en super sport. Ils sont toujours placés, nos petits Français. Du coup, Mayas 4e également au championnat, Cluzel 2e au général, à 2 points de Cortese, justement. On parle rapidement de Super Sport 300, juste pour dire les résultats des Français. Donc de la Vega 14e, Verdoya 15e, Ducancelli 16e, qui se suivent, et Forêt 26e. Exactement, ouais, Frenchy Train. Et donc voilà pour l'actu de ces 2 dernières semaines, hein. On a essayé de condenser, même si on a un peu bavassé aussi. On a un gagnant pour les goodies au jeu de C'est qui en pôle, hein, comme s'appelle cet excellent podcast, tu devrais l'écouter, il est génial. Plus sérieusement, le gagnant de ce Grand Prix, pas cette semaine, mais
de cette pôle-là, c'est Bruno qui s'appelle aussi Tracerman, qui va pouvoir se la péter en société avec les goodies. Si vous voulez nous suivre sur Twitter, c'est @cqep_pod, le tiré du 8 comme disaient les cons. Il y a un Facebook, j'ai honte, je ne l'anime pas. Je sais que Murdoch fait un joli taf dessus, donc ruez-vous aussi sur Facebook. Voilà, exactement. Et puis, vous ne tarderez pas à en manger, justement, parce que dans 2 semaines, ça va être à Sène dans la cathédrale, n'est-ce pas? Donc, vivement, parce que c'est toujours un peu spécial, que ce soit pour l'ambiance, le tracé, l'anniversaire de la victoire de Rossi, tout ça. Et puis la date, non, je crois que ça se court un samedi. Non, ils ont arrêté les âneries. Ils ont arrêté les âneries parce qu'ils étaient justement, je crois que c'était l'année dernière, il y a 2 ans, c'était le premier dimanche que ça se courait, mais il y avait une raison grenouille de bénitier, tu sais, ça ne se courait pas le dimanche à cause de la messe. C'est pas des conneries. Non, mais tu peux réécouter le précédent podcast de l'année dernière. Enfin, le podcast de l'année dernière dans lequel on annonçait Assen. Donc, si tu veux, le même, mais il y a un an. On déblatérait un peu sur Assen, pour refaire un peu l'histoire. C'est comme beaucoup de circuits européens dits de légende, on va dire. C'était sur route ouverte dans la région. Et au fur et à mesure des morts, comme au TT, malheureusement. C'est très vite devenu, très vite, au bout de quelques années, c'est devenu un circuit fermé, de plus en plus fermé, c'est-à-dire qu'il empruntait des routes ouvertes, mais on le fermait pour l'occasion, genre Monaco, en moins clinquant, parce que c'est quand même à Seine, Ou comme la Hunaudière, oui, en fait, beaucoup de circuits, furent, des nationales, neutralisées pour le temps d'une course, puis après sont devenus, en rétrécissant, ou en allant dans le champ du voisin, un circuit, comme le Castellet d'ailleurs à l'époque. Et donc voilà, pour des raisons, je crois que c'était même pas pour la messe, mais c'était pour pas mettre la zone pour les gens qui allaient à la messe, parce que ça faisait beaucoup de circuits, n'est-ce pas, aux alentours du circuit. Ça se courait le samedi et pas le dimanche. Mais aussi pour des raisons de rentrer dans le rang, de pognon et de facilité d'accès, ils sont passés au dimanche. Comme quoi, la Sainte Église est en perte de vitesse. Je vous invite à regarder Sacré Graal pour comprendre tout ça, c'est très bien expliqué. Voilà. Ah, je tombe sur une petite news pour la fin. Lorenzo qui déclare Rossi est un grand champion et je suis certain qu'il pourrait gagner avec la Ducati actuelle. Mais il essaye de m'amadouer. Ou alors c'est un gros troll. Je sais pas. Non, mais mettons. Non, mais moi ce que j'attends, c'est que Rossi mette une pile à tout le monde avec sa Yamaha. On peut toujours rêver. Qu'est-ce qui s'est passé? Quartararo ce week-end il a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines? Enfin, depuis 2 Grands Prix, Lorenzo gagne. Moi je dis, faisons attention aux vieux de Tavoulia. Ouais. Autosuggestion diront certains. Allez. On vous laisse quand même plutôt que de dire des âneries. À très bientôt. Allez. Tchuss.